Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 23. Kim.com, troisième partie. En 2001, Kim a 27 ans quand il pressent l'éclatement de la bulle Internet. Il revend alors 80% des actions de ses sociétés à une holding allemande, TÜV Rheinland. Son stratagème a fonctionné et les dirigeants de la holding lui font une confiance aveugle, berné par son image de jeune entrepreneur à succès. Pour Kim, le coup est juteux. Il annonce avoir remporté 160 millions d'euros en revendant ses startups. Kim avait ce talent s'il rentrait dans une salle plein de banquiers allemands. Emmanuel Gadet, directeur des opérations de Mega Upload. Tous en cravate, sérieux, etc. Au bout d'une heure, ils ressortaient, ils étaient tous amoureux de lui, ils voulaient investir dans tous les business, ils voulaient le suivre partout. Et il a profité un peu de cette époque, de cette mania des business Internet. Quand il vend ses coquilles vides et qu'il empoche concrètement des millions de dollars, Jean-Luc Geneste, journaliste. au moment où il y a cette bulle Internet, les millions de dollars sont vraiment sur son compte. Donc là, il est vraiment riche. Il a atteint son objectif. Quelques mois plus tard, le conglomérat allemand qui a racheté les actions de Kim Schmitz déchante. La nébuleuse Kimball.org qu'ils viennent d'acquérir se résume à quelques sociétés qui ne feront jamais aucun bénéfice. Le porte-parole de TÜV Rheinland s'épanche dans la presse. Tout ce qui a prospéré autour de Monsieur Schmitz est douteux, et je pèse mes mots. La même année, le géant de 27 ans apparaît à nouveau dans la presse. Kim Schmitz s'intéresse maintenant de près à une start-up de e-commerce, Let's Buy It. Il vient d'acheter pour 400 000 euros d'actions de cette société en perte de vitesse. Et fanfaron, il annonce en grande pompe qu'il compte continuer à investir beaucoup plus. Il va jouer en fait un jeu de communication en disant voilà, moi cette entreprise, je vais la sauver. C'est Bernard Tapie, la même chose. Je vais sauver, je rachète, je reprends les actions, etc. Let's Buy It était une de ces nouvelles start-up en difficulté. Johannes Boy, journaliste allemand. Kim Schmitz a annoncé qu'il y investirait 50 millions d'euros, ce qui aurait énormément aidé l'entreprise. Il se faisait appeler Kim Vestor à cette époque. Il n'a rien fait de plus, mais le cours des actions a explosé. Les marchés boursiers réagissent très vite et les actions de Let's Buy It flambent immédiatement de 220%. Dans la foulée, au lieu d'investir encore plus comme il l'avait promis, Kim Schmitz revend ses parts. En quelques semaines, il remporte sur ce simple coup 1 100 000 euros et laisse la start-up faire faillite. Mais la manœuvre est grossière et la justice lance une enquête. Kim Schmitz est arrêté et retourne en prison pour la deuxième fois de sa vie. Au bout de 6 mois de détention, il est finalement condamné pour délit d'initié à 100 000 euros d'amende et 20 mois de prison avec sursis. Il va retourner une deuxième fois en prison après ses escroqueries en Allemagne. Ça va plus le marquer que quand il était jeune, en fait. La première fois, il passait de la grisaille à la prison. Là, il passe de la richesse à la prison. Donc le contraste est un peu plus violent. Et il va assez mal vivre ce deuxième passage en prison, ce qui fait qu'il va quitter l'Allemagne en disant ici, ils comprennent rien, j'ai plus rien à faire dans ce pays. En 2001, il s'installe à Hong Kong. L'île vient d'être rendue à la Chine et c'est l'endroit idéal pour quelqu'un qui veut cacher son argent. Hong Kong, à l'époque, ça restait une zone administrative spéciale. Guéric Poncet, journaliste au Point. Et donc, c'était extrêmement intéressant pour Kim.com de s'installer à Hong Kong pour pouvoir profiter un petit peu des avantages et de la discrétion offerte par cette région qui était sous le giron chinois, mais pas vraiment. Donc voilà, il a profité un petit peu de tout ça. Depuis son paradis fiscal, Kim décide de mener la belle vie et dépense sans compter. Il semble désormais dépendant aux caméras et continue à se faire filmer dans des situations de plus en plus incongrues. Sur cette vidéo, il s'amuse à faire peur aux habitants locaux en leur criant dessus avec un mégaphone. Des exubérances qui deviennent de plus en plus extrêmes. En 2004, pour assouvir sa passion de la vitesse, il participe au Gunball 3000, une course automobile sauvage dans laquelle les participants traversent l'Europe le plus rapidement possible. Souvent au mépris de toutes les règles et du code de la route. Il participe à Gumball 3000, cette espèce de rallye sauvage. Olivier Tesquet, journaliste à Télérama. Pour ultra riches, dont il se gargarise d'être un champion aussi, le fait d'être un champion de jeux vidéo.
Il y a effectivement ce côté à la fois très grandiloquent et très joueur, dans le côté très enfantin du terme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un grand ado qui prend un malin plaisir à embêter le monde, à faire les trucs comme il l'entend, à se moquer un peu des conventions, à se moquer du bon goût. Ces films, régulièrement, il tente sans succès de les envoyer à tous ses contacts sur Internet. Impossible. Les vidéos numériques sont trop lourdes pour être diffusées par mail. Ces fichiers qui s'accumulent sur l'ordinateur de Kim vont lui donner une idée qui va changer sa vie. Son avocat Robert Amsterdam se rappelle encore de cette histoire. Il voulait envoyer les vidéos de ses courses à ses amis Robert Amsterdam, avocat de Kim.com. et ses proches, dans le monde entier. On appelait ça les courses Gumball. Pour des raisons techniques, il s'est aperçu que cela ne fonctionnait pas sur l'Internet de l'époque. Lui et son équipe se sont donc réunis pour solutionner le problème et ont inventé ce type de technologie. C'est comme cela que tout a commencé. Kim demande à sa garde rapprochée de programmateurs de concevoir un petit site internet qui permet de mettre en ligne de gros fichiers. Ensuite, grâce à un simple lien, il est possible à n'importe qui de les télécharger. Ce site, il l'appelle en toute humilité Mega Upload. Une solution qui semble alors révolutionnaire, mais dont il est le seul à saisir tout le potentiel. Moi, il m'a proposé de venir, et je dois avouer qu'au début, faire du file sharing sur Internet, Emmanuel Gadet, directeur des opérations de Mega Upload. c'était pas un truc qui me passionnait, donc ça m'intéressait pas vraiment. J'ai pas eu la même vision que lui, je pensais pas que ça allait se développer autant. Mais lui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il a cette espèce de préscience, d'intuition du business. Donc il savait que ça allait marcher et donc il a dit à son équipe, on y va, même si vous y croyez pas, vous inquiétez pas, ça marchera un jour. Mais pendant 3 ans, l'intuition de Kim se révèle plutôt décevante. Mega Upload tarde à trouver son public et n'est pas encore rentable. En 2007, ce sont les habitués du téléchargement illégal de MP3 et de DivX qui vont changer la donne. Des millions de personnes qui ont pris l'habitude de télécharger gratuitement, mais illégalement, des films et de la musique. C'était un petit peu la fin du modèle, du premier modèle de peer-to-peer, c'est-à-dire l'époque Napster, l'époque Emule. Guéric Poncet, journaliste au Point. Qui commençait un petit peu à disparaître parce que dans plein de pays, dont la France, il y avait des autorités qui étaient chargées de contrôler un petit peu les échanges sur Internet et de punir les internautes qui partageaient trop. En réaction aux lois anti-piratage qui se profilent, comme Adopi, tous ces internautes vont alors se tourner vers Mega Upload, qui leur assure plus de discrétion. Ça avait ce côté un petit peu magique, c'est-à-dire que c'était un service gratuit, encore une fois illimité. Naïla Beller, journaliste aux Échos. Et accessible à tous. Mais surtout, Mega Upload avait une interface agréable. Johannes Boy, journaliste allemand. Le site a rapidement été utilisé par tout type de personnes pour partager des choses que l'on avait jadis l'habitude d'acheter. Kim Schmitz sent alors qu'il a un coup à jouer. Il transforme progressivement son site en machine à cash. Évidemment, Mega Upload se finance déjà par la pub, mais ce n'est pas tout. Le site est très simple d'utilisation. En un seul clic sur un gros bouton orange, l'internaute peut lancer gratuitement le téléchargement d'un album. Mais pour démarrer plusieurs téléchargements plus rapides, il faut alors payer. La première clé de la rentabilité pour Kim.com, c'est de fournir un service payant, c'est-à-dire un service premium qui coûte quelques dizaines d'euros et qui permet aux internautes de télécharger beaucoup plus vite et de télécharger plusieurs fichiers chaque jour, plusieurs fichiers à la fois, etc. Donc ça, ce service premium, ça lui rapporte énormément parce que tous les internautes qui veulent profiter pleinement du service de Mega Upload sont obligés de payer. La simplicité de la formule fait un carton et les utilisateurs arrivent par millions.
Il a rayonné depuis Hong Kong pour installer un petit peu des serveurs dans le monde entier et se retrouver avec un mastodonte du trafic Internet, puisque on dit qu'à une époque, selon les fournisseurs de transit, justement, les opérateurs d'Internet, on va dire, Kim.com pouvait représenter jusqu'à 4% du trafic international sur Internet, ce qui est absolument monstrueux. Les recettes de Mega Upload s'envolent, pourtant Kim Schmitz reste vague sur les revenus réels de son site. Emmanuel Gadet dirige alors pour lui le système de paiement de la galaxie Mega Upload. Aujourd'hui encore, il botte en touche quand on lui pose la question. Ce qui est sûr, c'est que Mega Upload rapportait beaucoup d'argent, parce qu'ils avaient beaucoup d'utilisateurs. Donc quand vous avez des dizaines de millions d'utilisateurs, il y a forcément des dizaines de millions qui rentrent en revenus. Donc oui, effectivement, c'était un business qui avait énormément de succès et qui rapportait beaucoup d'argent. Mais pour vous dire si la somme est exacte ou pas, alors ça, moi, je ne suis pas un comptable. On estime qu'à cette période, les recettes de Mega Upload se chiffrent entre 40 et 50 millions d'euros par an. En 2010, Kim a 36 ans et sa mégalomanie atteint des sommets quand il change officiellement d'identité. Kim Schmitz se transforme en Kim.com. C'est quelque chose que des années avant qu'il le fasse, il en parlait déjà. Il voulait le nom de domaine Kim.com, il voulait que tout soit Kim quelque chose. .com, c'était la folie de l'Internet, donc c'est une sorte de caprice assez rigolo. Et il s'en amuse beaucoup d'ailleurs que maintenant tous les médias et tout le monde soient obligés de l'appeler Kim.com. C'est vraiment une idée géniale, car Kim.com est un nom compréhensible dans le monde entier. Tout le monde peut s'y référer. Il est alors facile d'en faire une marque. Kim.com, c'est quoi? C'est Kim, son prénom. .com, c'est .com, que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'il associe son identité à sa réussite, c'est-à-dire l'informatique. Et quelque part, il est Internet à lui tout seul. Il est le monde à lui tout seul. Le monde entier utilise .com et connaît en fait ce pseudo qui est génial. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est moi, le petit bonhomme du nord de l'Allemagne, ce fils de rien, je suis le monde. Je suis .com. C'est un personnage, ça n'est pas Kim Schmitz, c'est vraiment une sorte d'avatar. Mais Marie-Alix Brucker, journaliste. Un avatar en fait qui aujourd'hui aurait complètement remplacé la personne réelle qui est Kim Schmitz. Ce personnage, Kim.com, tel l'incarnation d'un méchant de jeu vidéo, semble définitivement avoir pris le dessus sur l'ancien Kim Schmitz. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.